Radio Prague International en français, les informations. Bonjour, les Tchèques peuvent prendre un rendez-vous pour la dose de rappel de vaccin anti-Covid. Les députés critiquent l'attitude des autorités régionales après la pollution au cyanure de la rivière Bečva en Moravie en septembre 2020. En République tchèque, le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer a doublé en 10 ans. À compter de ce lundi, tous les Tchèques qui le souhaitent peuvent s'inscrire pour l'administration d'une 3e dose de vaccin anti-Covid. Près de 8000 personnes doivent recevoir un SMS les informant de cette possibilité. Cette dose de rappel, qui peut être administrée 8 mois après la vaccination complète, est conseillée principalement à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, aux patients atteints de maladies chroniques ainsi qu'au personnel médical et des services sociaux. Au total, plus d'1 million de personnes en République tchèque seront éligibles à une 3e dose de vaccin cette année. Quelques 182 nouveaux cas de Covid-19 ont été dépistés en République tchèque dimanche, soit 46 de plus qu'il y a une semaine. Le nombre de personnes hospitalisées s'est élevé à environ 150. Une trentaine de patients nécessitent des soins intensifs. À titre de comparaison, 500 personnes étaient prises en charge à l'hôpital en raison de Covid-19 il y a un an de cela, dont 90 dans un état grave. Le pays compte actuellement un peu plus de 5000 cas actifs de la maladie. Le taux de reproduction du virus a légèrement augmenté dimanche pour s'élever à 1,14. Depuis le début de l'épidémie, en mars 2020, 1,69 million de cas de Covid-19 ont été confirmés en Tchéquie. Plus de 30 400 personnes sont mortes des suites de la maladie, dont une dizaine au cours de la semaine dernière. À ce jour, près de 5,9 millions de personnes ont été complètement vaccinées, soit environ 55% de la population. Il y a un an, le 20 septembre 2020, la rivière Bečva en Moravie a été contaminée au cyanure hautement toxique. Il s'agissait de la pire catastrophe écologique survenue en Tchéquie depuis des dizaines d'années, la pollution ayant tué tous les organismes vivants le long d'un tronçon de 40 km de la rivière, notamment plus de 40 000 tonnes de poissons. Dans son rapport publié ce lundi, une commission parlementaire a critiqué la procédure de prélèvement et d'analyse d'échantillons d'eau et de poissons effectuée immédiatement après l'accident par les autorités régionales. L'enquête visant à identifier le responsable de l'accident est toujours en cours. En juin dernier, la police tchèque a annoncé avoir engagé des poursuites pénales contre une personne physique et l'entreprise de traitement des eaux usées Enero Aqua, basée dans la région de Rožnov pod Radhoštěm en Moravie du Nord. L'entreprise chimique DESA appartenant au groupe Agrofert, fondé par le Premier ministre Andrej Babiš, a également été soupçonné de la pollution de la rivière. Près de 280 écoles secondaires de toute la République tchèque organisent ce lundi et mardi des élections fictives à la Chambre des députés. Le scrutin est organisé par l'organisation non gouvernementale Člověk v tísni, l'homme en détresse. L'objectif du projet est de familiariser les jeunes entre 15 et 18 ans avec le système électoral et d'augmenter leur intérêt pour la politique et la vie publique. Les étudiants peuvent choisir parmi les 22 partis et mouvements politiques qui se présentent aux élections législatives prévues en République tchèque les 8 et 9 octobre prochains. Le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en République tchèque a plus que doublé au cours des 10 dernières années, selon les données publiées par l'Institut d'information médicale à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer organisée le 21 septembre. En 2020, environ 111 400 personnes en République tchèque ont souffert d'une forme de démence. Chez 61% de patients, les médecins ont diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. Les autres patients souffrent de troubles apparentés, selon les informations communiquées par les spécialistes de l'Institut. Selon eux, de nombreux cas de la maladie ne sont toutefois pas diagnostiqués en Tchéquie et le nombre réel de personnes touchées par cette pathologie pourrait s'élever à 160 000. Il risque d'augmenter à 280 000 cas d'ici 2050.
Côté météo, le ciel sera nuageux avec éclaircies sur l'ensemble du territoire tchèque mardi, jour de fête des Matouches. Les températures seront comprises entre 12 et 16 degrés. C'était les informations de Radio Prague International par Magdalena Hrozinkova. Très bonne écoute de la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque. Bonjour à toutes et à tous, merci à Magdalena Hrozinkova pour son point sur l'actualité et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Prague International consacrée à la sortie d'une nouvelle aventure de Batman, l'homme chauve-souris, une aventure qui se déroule à Prague dans les années 1980. À l'occasion du centenaire de l'association des légionnaires tchécoslovaques, nous reviendrons dans cette émission sur l'histoire de ces corps d'armes qui ont combattu du côté des Alliés pendant la Première Guerre mondiale, du sport en seconde partie d'émission comme tous les lundis, mais du sport via la littérature avec une plongée dans le roman Les Hommes hors jeu de Karel Poláček, traduit il y a une dizaine d'années en français. Bonne écoute de ce programme. Pour la première fois de son histoire, Batman se bat avec des criminels en terre tchèque, plus précisément dans la capitale des années 1980. Dans ce récit, le super-héros masqué essaie de faire échouer les plans d'un groupe communiste mystique. L'histoire fait partie de l'anthologie de Batman publiée par DC Comics le 16 septembre dernier. Zoé Sama. Le personnage de Batman, alias Bruce Wayne, a célébré son 82e anniversaire cette année. Pour fêter cet anniversaire, les éditions DC Comics ont décidé d'envoyer le Chevalier Noir loin de Gotham City. Dans Batman The World, le personnage doit affronter des méchants dans 14 pays. Des auteurs et des artistes de chacun des pays ont été sélectionnés pour écrire et dessiner les mésaventures que le héros à la cape doit surmonter. Pour la République tchèque, DC Comics a choisi l'artiste Michal Souranek et l'écrivain Štěpán Kopčeva pour monter une histoire longue de 10 pages. Ce dernier explique pourquoi il a choisi la Prague des années 1980 comme scène. L'histoire se déroule pendant la guerre froide. Comme prologue, j'ai voulu faire un épisode à la cour de l'empereur Rodolphe II. Cependant, nous avons dû couper cette partie car l'histoire était trop longue. Nous avons choisi les années 1980 car nous pensions que les méchants que Batman pouvait y rencontrer étaient particulièrement intéressants. Nous nous sommes basés sur les ennemis évoqués dans les archives car un institut du comité central du Parti communiste travaillait sur les activités paranormales en essayant de développer des armes psychokinétiques. Selon l'auteur, le méchant principal est aussi inspiré de façon assez lointaine par un véritable fonctionnaire dont le surnom était le sorcier bolchevique. Le Parti communiste a essayé de développer des générateurs psychokinétiques. Bien sûr, ceux que nous présentons dans notre histoire sont différents. Nous avons tout exagéré et tout rendu plus macabre pour donner à Batman un défi difficile. Quand on lui demande comment il a représenté Batman, l'écrivain tchèque explique qu'il a essayé de rester fidèle au personnage original en donnant à l'homme chauve-souris une chance d'utiliser à la fois ses prouesses physiques et ses compétences de détective. Batman The World a été publié dans tous les pays le 14 septembre, 4 jours avant de célébrer la journée Batman. Le calendrier qui retrace le passé et le présent de Batman présente des histoires ayant lieu sur les 4 continents, en Russie, au Japon, au Brésil ou encore au Mexique. Chaque version internationale de l'anthologie a sa propre couverture, dessinée par l'équipe locale. En République tchèque, la couverture a été dessinée par Krev, un des éditeurs de bande dessinée les plus connus du pays, et que Štěpán Kopčeva a cofondé dans les années 1990. Batman est certainement l'une des bandes dessinées les plus populaires en République tchèque. Même si je ne fais plus partie de Krev, mes anciens collègues me disent que le manga et que la bande dessinée du Chevalier Noir se vendent toujours très bien dans notre pays. Il assure enfin qu'avoir envoyé Batman à Prague dans la nouvelle anthologie est un bon signe pour le développement du marché de la bande dessinée en Tchéquie.
Le 4 septembre dernier, des centaines de personnes ont participé à Prague à un défilé marquant le 100e anniversaire de l'association des légionnaires tchécoslovaques, la Československá obec legionářská. Créée en mai de cette même année, la première réunion publique de l'association avait eu lieu à Prague le 4 septembre 1921. Ce centenaire est l'occasion de revenir sur l'histoire des légions tchécoslovaques, cette armée de volontaires qui a combattu du côté des Alliés, de la Triple Entente plutôt, pendant la Première Guerre mondiale, contribuant par leur effort à la naissance de la Tchécoslovaquie indépendante en 1918. Marná byla zloba dlouhá, přešla doba 300 let zakletí, 300 let prokletí, východ rudě hoří vláda, tedy se hoří západem bude náš. Depuis 2015, à l'occasion du centenaire de la création des légions tchécoslovaques, un train d'un genre un peu particulier sillonne la République tchèque. Le Legiovlak, c'est son nom, et la réplique est d'un train qui transporta à travers la Sibérie les légionnaires tchèques et slovaques durant la Première Guerre mondiale. Plus de 60 000 légionnaires ont ainsi voyagé dans ces trains. Entre 1918 et 1920, ces corps d'armes auto-créés en 1915 par des Tchèques et des Slovaques vivant dans l'Empire russe, puis adoubés par les dirigeants de l'indépendance tchèque et slovaque, Tomáš Garrigue Masaryk et Milan Rastislav Štefanik, ont ainsi combattu les armées austro-hongroises avant que la révolution bolchevique et la paix de Brest-Litovsk ne viennent changer la donne. Commence alors un périple à travers la Russie. Les légionnaires doivent être évacués pour rejoindre le front en France via la Sibérie en direction de Vladivostok, puis les États-Unis. Une traversée en transsibérien qui s'achèvera en 1920 seulement. Et c'est ce que rappelle le Legiovlak qui, au cours de ses étapes en Tchéquie, montre quel fut le quotidien de ces soldats traversant la Russie en proie à la guerre civile, comme le décrivait en 2015 Jiří Charfreitag, secrétaire de l'association des légionnaires tchécoslovaques. Il y a de nombreux objets d'exposition. On y retrouve des objets d'époque collectés par les légionnaires au cours de leur périple qui devaient les ramener chez eux. On peut y voir aussi des chargeurs d'armes, mais aussi des gazettes que les légionnaires publiaient eux-mêmes pendant leur traversée de la Sibérie. Mais les légionnaires tchécoslovaques n'ont pas combattu uniquement sur le sol russe. Leur création officielle remonte à l'année 1915 lorsque le futur premier président tchécoslovaque, Tomáš Garrigue Masaryk, ainsi que d'autres intellectuels et personnalités tchèques et slovaques exilés, décident de créer ces légions armées de volontaires qui iront combattre aux côtés des pays de l'entente cordiale contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, en se plaçant ainsi du côté des forces qui luttent contre ceux qui dominent les pays tchèques et slovaques. Cette intelligentsia patriote espère bien pouvoir faire valoir la légitimité d'un État tchécoslovaque au sortir de la Première Guerre mondiale. Ces légions voient le jour également en Italie, mais également en France, comme le rappelait il y a quelques années l'historien Antoine Marès, expliquant en quoi ces légions ont appuyé la revendication d'indépendance tchécoslovaque. Alors, il y a au moins trois éléments qui ont joué. Il y a l'élément symbolique qu'a constitué la compagnie Nazdar au sein de la Légion étrangère, composée uniquement d'hommes de la colonie tchécoslovaque. Et là, je dirais que ça a eu un impact au niveau des médias. On s'est dit, voilà, les Tchèques existent, et ils s'engagent aux côtés de la France. Et puis, cette compagnie, comme vous le savez, a été décimée très rapidement en 1915. Et ensuite, la question s'est posée de la formation d'une armée tchécoslovaque qui est décidée en décembre 1917 et qui se met sur pied tout au long de l'année 1918 et qui est engagée au cours de l'été 1918 dans les Vosges. Un groupe plus conséquent numériquement, 10 000 hommes, et qui symboliquement, là encore, a joué un rôle important. Et puis le troisième élément, ce sont les légions tchécoslovaques en Russie, qui effectivement, dans le cadre du changement de régime en Russie, jouent un grand rôle. Dans un premier temps, on imagine qu'ils pourront être le noyau à partir duquel le régime léniniste tombera. Et dans un deuxième temps, c'est un moyen de pression sur les diplomates, et pas seulement français, tous ceux qui redoutent ce régime pour des raisons soit idéologiques dans un premier temps, soit pour des raisons géopolitiques, puisqu'il y a cette poussée vers l'Europe au printemps
1920 et qu'on redoute, c'est l'image du bolchevique avec le couteau entre les dents, on redoute ce danger pour l'Europe. Donc ces trois éléments, soit symboliquement, soit pratiquement, ont joué effectivement un rôle, d'autant qu'ils ont été instrumentalisés habilement, il faut bien le dire, par Edvard Beneš qui était en charge de ces négociations, et que la pression qu'il a exercée à partir de ces éléments, soit sur l'opinion publique, soit sur les diplomates, a été efficace. Parmi les légionnaires tchèques les plus fameux, un certain František Kupka s'engage dès le début, en dépit de ses opinions farouchement antimilitaristes. Celui qui est déjà un dessinateur et peintre reconnu et qui s'oriente depuis peu vers l'abstraction, devient président de la colonie tchécoslovaque en France, celle qui mobilise les volontaires tchèques, vivier des légions. L'historienne de l'art Markéta Teinhardt nous en avait parlé lors de la grande exposition qui lui avait été consacrée en 2018. C'est un chapitre extrêmement intéressant. Kupka s'est engagé. On pourrait raconter longtemps sur ces sujets. Kupka n'a pas seulement participé au combat après comme président de la colonie tchèque à Paris, proche de Masaryk, proche de Beneš. On le sait depuis déjà un moment, lorsqu'il était donc avant la guerre, lorsqu'il était libre penseur, comme Beneš par exemple aussi. Donc c'est Masaryk, il a connu Masaryk déjà d'avant la guerre. Donc, mais il a dessiné vraiment des uniformes, de médailles, des diplômes de l'armée tchécoslovaque, et certains existent encore aujourd'hui, de projets de timbres. Il a participé aussi au concours pour le drapeau tchécoslovaque, qui n'a pas gagné, mais qu'il était vraiment engagé. Mais après la guerre, il est rentré donc gradé, il est entré donc avec l'armée tchécoslovaque à Prague, il est resté un petit moment donc au ministère de la Défense, mais il s'est dépêché de rentrer à Paris. Si la mémoire des légionnaires tchécoslovaques est aujourd'hui entretenue et rappelée, il n'en a pas toujours été ainsi. En 1921, la création de l'association des légionnaires tchécoslovaques avait pour vocation de soutenir les veuves et les orphelins des légionnaires tombés au combat, ainsi que de s'occuper des anciens combattants blessés. Mais après l'occupation du pays par les nazis en mars 1939, l'organisation est dissoute et ses dirigeants sont internés. De nombreux anciens légionnaires ont plus tard rejoint la résistance anti-nazie à l'étranger, renouant avec la lutte qui avait présidé à la création du corps d'armes. Après la Seconde Guerre mondiale, l'association reprend ses activités, mais après le coup d'État communiste de février 1948, elle est réduite au silence pendant 4 décennies et de nombreux légionnaires finissent dans les prisons ou les camps de travail communistes. Certains sont même exécutés ou envoyés dans les goulags soviétiques. Ce n'est qu'après la révolution de velours que l'activité a pu reprendre. Aujourd'hui, la communauté rassemble non seulement les anciens combattants, mais aussi les descendants et les membres des familles des légionnaires et des anciens combattants, ainsi que leurs sympathisants. Elle compte un total de 3800 membres. Un livre dans lequel on parle de foot du début à la fin, mais qui n'est pas sur le foot. Voilà en somme comment le traducteur Martin Daneš présente Les hommes hors jeu, un livre écrit par Karel Poláček en 1931, dont la traduction en français est sortie en 2012 aux éditions Non-Lieu. Contemporain de l'illustre Karel Čapek, dont l'œuvre a été en grande partie traduite en français, Karel Poláček est l'un des plus grands écrivains tchèques de l'entre-deux-guerres, mais un auteur encore complètement inconnu pour le public français. N'était en effet la parution plus tard de Nous étions 5, roman le plus célèbre de Karel Poláček. Les hommes hors jeu visaient donc à réparer cet oubli. À travers l'histoire d'amitié de supporters d'équipes de football rivales, les lecteurs découvrent une Prague qu'ils ne connaissent pas peu, la Prague des petites gens du début des années 1930. Un livre plein d'humour dans lequel ses premiers lecteurs, bien avant encore la montée en puissance du nazisme dans l'Allemagne voisine, pouvaient pourtant déjà lire « Le monde s'avance vers une catastrophe, les juifs finiront par être exterminés, vous verrez ça, rien ne vient par hasard ».
Un peu à la manière de Čapek, lui aussi annonciateur des pires idéologies, Karel Poláček apparaît donc comme un visionnaire et surtout un fin observateur de son époque. On vous l'a dit, c'est bien plus que du foot et du ballon, cette absurdité ronde, comme l'appellent parfois les Tchèques, dont il est question dans Les Hommes hors jeu. Quelque temps après la sortie du livre, Guillaume Narguet avait rencontré Martin Daneš et l'éditeur Jérôme Carassou, respectivement donc traducteur et éditeur des Hommes hors jeu. Sport en République tchèque. Pourquoi le choix ? Il faut d'abord laisser la parole au traducteur, puisque c'est lui qui a fait le choix. C'est simple, j'avais lu ce roman à l'âge de 19 ans, j'ai beaucoup aimé. C'est un récit très dynamique, très drôle. Donc je me suis dit que ce serait peut-être aussi drôle si on le traduisait dans une langue étrangère, le français en l'occurrence. A-t-il été difficile de convaincre un éditeur ? Je trouvais la mission impossible au début parce que j'ai fait la traduction d'un extrait et que j'ai envoyé à plusieurs éditeurs français. Bien sûr, la plupart d'entre eux ne se sont pas manifestés. Et puis, une petite minorité a répondu. J'ai eu une réponse assez positive des Actes Sud qui m'ont dit que l'extrait paraissait intéressant, mais d'après eux, il était un peu suranné. Et puis, j'ai envoyé une version de cet extrait à Jérôme, qui a eu une réaction encore plus positive. Et finalement, il a dit oui. Et pourquoi donc Jérôme Carassou, les éditions Non-Lieu, avez-vous dit oui ? D'abord parce que ce n'est pas un texte suranné. Je crois que l'écriture de Poláček est très très moderne. Et la traduction de Martin a rendu l'humour de Poláček de manière absolument brillante. C'est un texte très drôle. Et c'est un texte drôle et ça associe d'avantageux que pour faire connaître l'Europe centrale d'une manière générale, et la République tchèque en particulier, les lecteurs français ont besoin d'autre chose que les éternelles complaintes sur l'ère communiste. Donc, publier un des grands classiques de la littérature tchèque qui a écrit avant la Seconde Guerre mondiale, c'était montrer autre chose de la culture tchèque et c'était, en publiant cette parodie, essayer d'attirer un certain nombre de lecteurs français vers cette culture que l'on connaît très mal en France. D'accord. Alors comment présenteriez-vous ce livre, Les Hommes hors jeu, qui vient donc d'être publié ? Alors, c'est un livre qui est sur le foot. Mais c'est un fort livre. En fait, le sujet n'est pas le vrai sujet du livre. Même si on parle du foot du début jusqu'à la fin. Le vrai sujet, c'est l'esprit partisan poussé à l'extrême. Et en fait, les guerres qui en résultent entre les partisans de des foi diverses, parce que dans le roman, on parle d'une foi par rapport en fait à une équipe de foot. Et c'est en fait cette parodie qu'on pourra en fait extrapoler jusqu'au sujet plus grave et plus sérieux que celui de foot. Qu'est-ce qui, selon vous, dans le livre peut plus particulièrement intéresser le lecteur français ? Je pense que c'est le temps qui... C'est une écriture, comme Jérôme vient de dire, une écriture très moderne, une histoire somme toute banale, mais qui, racontée par Poláček, devient drôle, passionnante. Et ce sont peut-être aussi les dialogues qui sont très modernes, si on prend en considération le fait que ça a été écrit en 1930.
Moi, je vois un lien avec le film de la nouvelle vague des années 60, la nouvelle vague tchèque, où on met en scène des gens qui parlent en fait d'une manière spontanée, des dialogues un peu loufoques, et en fait qui donnent un effet intéressant, disons. Avant de vous lancer dans la traduction de cet ouvrage, connaissiez-vous la vie pragoise justement dans les années 30 et puis aussi un peu ce monde du football, un football de quartier donc très populaire? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez? J'ai pas connu en personne la vie à Prague dans les années 30, mais bien sûr, à partir de mes lectures ou de mes études aussi, en fait, j'avais une idée de ce que c'était cette période entre les deux guerres à Prague, qui était un peu particulière dans l'histoire de mon pays. En ce qui concerne le foot, je ne suis pas un amateur de foot. Donc le fait que j'ai quand même aimé le roman de Poláček prouve que ce n'est pas un livre sur le foot. Alors justement, le titre, mais aussi la couverture du bouquin sont un peu trompeurs, parce qu'on voit, le titre c'est donc Les hommes hors jeu. En couverture, on voit la photo d'un célèbre joueur, photo en noir et blanc, très belle photo de cette époque. Elle n'est pas sans lien quand même avec l'époque et avec le livre, puisque si je ne me trompe pas, le footballeur en couverture est Sindelar, c'est-à-dire un joueur de football autrichien qui a combattu le fascisme et qui a refusé de jouer pour le Reich. On a quand même dans cette peinture de la société pragoise des années 30, en arrière-plan, la montée du fascisme en Europe, puisque c'est finalement l'histoire d'une amitié entre un prolétaire tchèque et un petit commerçant juif, amitié improbable au début, que le football va réunir, même s'ils ne supportent pas les mêmes clubs. Et oui, moi je ne suis pas non plus un spécialiste du football, mais je pense qu'il faut lire dans ce livre le football comme une symbolique de l'humanité. Poláček fait du football le plus petit dénominateur commun. Et d'ailleurs, les seuls personnages qui n'aiment pas le football dans son livre sont des grincheux. Sont même des personnes assez obtus qui vivent dans les idées. Le football est oui, c'est ce que je disais, le plus petit dénominateur commun qui fait que on découvre l'autre et qu'on accepte l'humanité de l'autre. Pour en revenir à une de mes questions précédentes, je disais que le titre du livre et la couverture peuvent être trompeurs parce qu'on peut, le lecteur, par exemple amateur de sport, peut penser qu'il s'agit d'un livre sur le football. Or on l'a dit, ce n'est pas du tout le cas. Il y a quand même du football à toutes les pages. Toutes les situations romanesques sont suscitées à partir d'un match. Ça commence par l'un des protagonistes qui essaye de se débrouiller pour aller voir un match, il n'a pas d'argent. Ensuite, il se dispute avec celui qui sera son ami parce qu'il ne supporte pas la même équipe. Ils finissent au commissariat. Enfin, tout jusqu'au mariage final. Ça se termine bien, mais j'en dis pas plus. Tout tourne. Tous les événements, oui, sont suscités à partir du football. Et comme je le disais tout à l'heure, je veux dire, le football, c'est le football pour Poláček, parce que je pense qu'en plus c'était une réalité culturelle dans la Tchécoslovaquie des années 30, mais ça aurait pu être autre chose. Le football, qu'est-ce qu'avec le football, Poláček nous dit, eh bien, ils sont juifs, mais ils sont humains parce qu'ils aiment le football. Voilà, c'est Poláček qui lui-même était juif d'ailleurs. C'est avec cette rediffusion du mois de mai 2013 consacrée aux hommes hors jeu de Karel Poláček que cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivi. L'actu tchèque en français, vous le savez, ça continue sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur Twitter, Facebook ou encore Instagram. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent et ahoy.